L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboire, Saint-Martin-d'Air vous présente Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout. Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, ravis de vous accueillir. Parmi ceux qui font bouger les lignes, l'émission qui donne la parole à ceux qui gagnent à vous inspirer, comme ce comédien troublant de sincérité qui a éveillé notre sensibilité dans tous les registres et qui, cette fois, se place derrière la caméra pour signer un film très introspectif, comme celui qui non seulement régale les amateurs de fromage, mais qui milite pour renforcer les liens entre le petit producteur et nos assiettes, et comme celle qui aime les mots jusqu'à se faire une place dans les collèges pour ouvrir les esprits à la poésie. Vaste programme, Sandrine Davin, bonsoir. Bonsoir Lucille. Vous êtes autrice ou auteur avec un E. Qu'est-ce que vous préférez en mais j'aime bien auteur E. Auteur de poésie, poétesse. Vous auto-éditez vos textes aussi avec beaucoup de sensibilisation pour les plus jeunes aux mots et vous nous direz comment dans quelques minutes. Champion du monde des fromagers, un des meilleurs ouvriers de France donc, Moff Fromager, les Alpages rue de Strasbourg, une adresse culte réputée partout en France et au-delà. Bernard Muraveau, bienvenue. Bonsoir. Ça va? Vous êtes bienvenue chez vous? On se sent un peu chez nous ici, on est bien. On se sent bien. On se sent bien avec vous, hein. On sent bien d'ailleurs ici aussi ce soir, mais on se sent bien et encore mieux, vous aussi, vous éditez ce livre-là, vous publiez ce livre qui va non seulement vous donner envie de manger du fromage, mais aussi envie de le cuisiner. Et bonsoir Stéphane Fraisse. Bonsoir. Quel honneur, je suis absolument ravie. Moi aussi. Soyez le bienvenu. Moi aussi. Vous aimez le fromage? Ah ben là, de toute façon, là, on est mal, parce que les gens ne peuvent pas comprendre que ça sent le fromage. Oui, là, mais moi, j'adore ça. Je pense qu'ils vont comprendre, parce qu'on salive quand même beaucoup depuis quelques minutes. Merci Bernard, exactement. Oui. On va bien déguster. Et on déguste ce bonheur de vous recevoir, donc acteur césarisé, on dit encore sociétaire de la Comédie Française, pensionnaire? Oui, pensionnaire, mais je le suis plus parce que je l'ai quitté. Voilà, anciennement donc pensionnaire de la Comédie Française, comédien de théâtre, de téléfilm, et désormais derrière la caméra, vous signez Tu choisiras la vie, qui est sorti le 25 janvier, un film d'une grande profondeur sur un sujet délicat, l'affranchissement de la religion assorti d'une histoire d'amour impossible. Alors, je dirais pas ça exactement, pardon. Je dirais pas affranchissement de la... Oui, bien sûr, non, mais d'ailleurs, je l'entends, mais je dirais pas affranchissement de la religion, je dirais deux êtres déjà, qui s'arrachent chacun à leur manière à une transmission qui ne s'est pas bien faite ou un héritage qui est trop lourd pour eux. Il n'y a pas qu'un... Vous entendez mon chien ou pas? Parce que j'ai un chien qui est là en train... J'ai mon chien qui est au pied. Ah bah oui. J'ai un fan. Ah oui, alors là c'est dommage qu'on ne puisse pas le voir parce que je pense qu'il est en train de lui demander allez, donne-moi encore un petit morceau de... J'ai un fan à mes pieds. Un petit morceau de brebis, s'il te plaît. Ouais, mais là c'est pour moi, c'est moi l'émission ce soir, tu vois, donc c'est pas toi. Oui. On est ravis d'avoir Roméo aussi, ça c'est bien sûr. Et donc voilà, c'est en fait, pour moi, c'est une histoire très universelle. Elle vient effectivement d'un monde religieux et dans un monde dans lequel elle trouve plus, elle n'arrive plus à donner sens à ce qu'elle fait tous les jours. Et lui, qui est plus âgé qu'elle, qui a plus d'expérience, non plus, ne réussit plus à avancer. Il creuse le sillon. Il s'enterre tous les jours à reprendre la terre de son père, dans lequel il ne se retrouve pas. Voilà, ces deux êtres qui sont comment dire, esclaves d'un héritage trop lourd pour eux. Et elle arrive dans la vie de cet homme en Italie, en accompagnant sa famille, et lentement, profondément, l'un et l'autre vont se rencontrer sur ce terrain-là. Rien ne les rassemble, sauf ça. Et moi, je rajouterai un truc, c'est que je trouve ça très beau, ces voyages, ces rencontres dans des lieux improbables où la rencontre va changer votre vie. Voilà, j'aime l'idée qu'on peut aller quelque part, dans un coin du monde, et qu'il y a quelqu'un qui nous attend
pour nous faire avancer, pour nous tendre la main. Et le film dit ça. Oui, et vous transposez une problématique sur une autre, le lien vers la terre et vers la famille, le lien vers la religion et les Le deux. ciel. En fait, ce film nous renvoie à nous tous, à tous les possibles. Voilà. La problématique du poids d'un héritage, c'est pas simplement un héritage religieux, c'est tous les héritages, c'est tout ce qu'on nous a donné et qu'on n'a pas réussi à faire complètement nôtre, et qui pèse souvent très lourd sur nos vies. Ou alors ces choses qui ont été tues. C'est le cas de ma vie, par exemple, où très longtemps, j'ai pas connu ou vraiment su ce qui s'était passé dont on m'a pas parlé, voilà, parce que l'histoire était lourde, elle appartenait à un moment tragique de notre histoire, la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, il y a plein de choses il y avait quelque chose qui était verrouillé, et ce film l'a déverrouillé. Vous allez nous expliquer pourquoi et comment. D'abord, quelques heures après la sortie officielle, au moment où on enregistre cette émission, comment allez-vous? Ça s'est bien passé ce moment? Ouais, ça s'est super bien passé. Il y avait plein de gens dans les salles. C'est vrai que c'est un moment très important. Une salle vide, c'est comme un livre. C'est une première expérience. Oui, mais j'étais un môme, quoi. Ma fille est venue me retrouver, on est allé à l'UGC Léal, et je me suis caché dans un coin de la salle. C'est drôle, je vous raconte ça. Oui. Et je me suis caché dans un coin de la salle, et salle qui a de 80 ou 100 places, et on se disait, il y a 4 personnes qui rentrent, il y en a 8, il y en a 30. Et on était surpris chaque fois, on se disait, mais c'est pour... Donc en fait, j'ai été débordé par une émotion, alors que j'ai quand même vécu quelques émotions dans ce métier qui étaient incroyables, d'une espèce de... C'est un renouvellement. Oui, une renaissance, ou plutôt peut-être une naissance. Vous savez, ce que dit mon film aujourd'hui, et ce qui m'a appris, c'est que... J'étais arrivé à un moment où je n'arrivais plus à donner du sens aux choix que j'avais faits dans ma vie. Quand on rentre dans mon métier à 20 ans, on se dit j'étais acteur, c'était évident. Et puis j'avance dans le temps et je me rends compte que ces choix s'émoussent, qu'il y a une lassitude, que j'arrive plus à leur donner sens. Et l'écriture m'a réouvert une porte. Et puisque vous parlez italien, vous me l'aviez dit tout à l'heure, il y a un très joli proverbe italien qui dit « Si chiude una porta, si apre un portone ». C'est-à-dire, vous fermez une porte et derrière, une plus grosse porte s'ouvre. Là, je crois que j'ai ouvert une plus grande porte sur le reste de ma vie. Pourquoi l'Italie? Parce que justement, c'est le théâtre de cette histoire. Donc avec ce sujet universel que vous creusez ici, un sujet d'une grande complexité et complicité aussi, justement. Esther fait partie d'une famille juive ultra-orthodoxe qui, chaque année, se rend en Italie pour cueillir des cédrats, donc, et honorer Dieu qui a béni ses fruits dans la Bible. La rencontre avec le propriétaire de la ferme, donc Elio, famille catholique mais non croyant. Lui, non. Voilà, lui est non croyant. Il va confirmer, en fait, cette rencontre va confirmer l'éloignement d'Esther sur sa religion et renforcer son mal-être. On regarde un extrait de la bande-annonce? Mais avec joie. Allez. C'était pas à moi de gérer cette terre. Il faut être un peu crétin. Crétin, non. Juste esclave. Je me sens si loin d'eux. Chaque prière me brûle la bouche. J'admire la rigueur de votre monde. Vous avez aucune idée de ce que c'est, mon monde. À quoi tu joues, Esther? J'étais où? Toi, l'Éternel, que t'es mon Dieu. Donne-moi la force de te guider, je t'en prie. Ma vie est ailleurs. Je ne connais rien de ce monde. Mais je peux plus revenir en arrière. On a énormément de frissons, on ne peut pas tout dire, bien évidemment, non, parce qu'il faut c'est difficile. préserver le spectateur. Est-ce que ses mains vont se toucher? Est-ce qu'elles vont se toucher? Exactement. Non, on ne dit rien du tout. Pourquoi cette question de l'abandon de la foi, en tout cas du doute sur la foi et de ce mal-être? Encore une fois, j'attaque la foi au sens très large, avec un très grand F. Je pense que le film, avant tout, pose question. Il pose question sur qu'est-ce que nous sommes à un certain moment de notre vie, qu'on ait l'âge qu'on est ou qu'on ait 20 ans. J'ai fait plein de salles depuis que le film a été présenté en festival. Je rencontre toujours la même problématique, des gens qui, au bout d'un moment, ne reposent plus de questions dans leur vie parce que c'est déjà tellement difficile de vivre, on stabilise les choses. Et je me rends compte qu'en fait, le film pose question, mais n'attend pas réponse. Pour moi, la plus belle réponse aux questions que je pose dans le film, c'est encore une question. Voilà. Et c'est ça que j'appelle chez le spectateur, c'est une espèce de retour au propre état dans lequel il se trouve quand il voit le film. Est-ce qu'il a reçu? Est-ce qu'il va ouvrir? Est-ce qu'il... Voilà. La foi est
une illustration de l'héritage, oui, de la question de l'héritage. Voilà, en fait, il y a une foi, effectivement. Là, j'ai parlé d'un monde que je connais, ce monde orthodoxe, parce que je l'ai approché par ma mère. Oui, votre lien à la religion, je ne vous ai pas demandé. En fait, disons que je ne sais pas, je ne pourrais pas définir comme ça rapidement de quoi est faite ma foi, mais j'ai une foi et je ne suis pas religieux. Mais je n'ai pas chassé pour autant toute spiritualité de ma vie, au contraire. Et je pense que c'est très difficile de statuer, de décider de ce qu'on ressent et de ce qu'on pense, parce que certains moments de ma vie, j'ai envie de dire quelque chose et l'instant d'après, j'ai envie de me contredire. Une très jolie phrase d'ailleurs de Jules Renard qui dit « Je change d'avis comme de chemise, simple question d'hygiène ». Je pense que je crois que j'en ai fait une maxime assez quotidienne. Mais au-delà de ça, le film, oui, il aborde un sujet que je connais par ma mère et aussi par mon père, puisque mon père a été un enfant caché pendant la guerre. Et pour lui, Dieu s'est disqualifié à ses yeux, puisqu'il a perdu son père en camp. Donc en fait, j'ai vécu de manière une enfance très étrange, où la question ne se posait pas, où on essayait d'étouffer tout parce qu'il y avait un tel traumatisme et une telle douleur dans cette famille. Donc en fait, j'ai pris la tangente et j'ai commencé à faire acteur. Mais j'ai fui de personnage en personnage et finalement on est toujours rattrapé. On est toujours rattrapé par un moment où il faut se poser la bonne question, il faut essayer de déverrouiller, il faut essayer de libérer la parole. Et ce film est donc un peu expiatoire finalement. Il libère la parole, il me permet de parler déjà avec moi-même, et quand je rencontre des spectateurs et que je débat avec eux, eux me renvoient encore au chemin que ce film me fait faire, et c'est une porte qui s'ouvre, voilà. Oui, et d'une grande beauté aussi. On a entendu tout à l'heure le poids des mots, hein, vraiment des mots violents aussi, des expressions violentes. Vous êtes audacieux aussi, finalement, dans cette interprétation, et voilà, sans détour, mais aussi beaucoup de... On prend son temps, on écoute les silences, on les regarde, on les observe, on entend battre leur cœur presque. Et comme si vous nous invitiez à l'introspection par une forme de lenteur et qui est absolument captivante. Oui, absolument. Et je vous rejoins parfaitement. En fait, ce que je voulais... le film est tourné dans le sud de l'Italie, entre la Calabre et les Pouilles, une région absolument merveilleuse. Et pour moi, la nature dans ce film, c'est un personnage important. Il y a ces deux êtres qui sont empêchés d'aller plus loin, et qui, dans leur esclaves, otages de leur héritage, et qui ensemble vont probablement, on va le voir, essayer de s'arracher à ça. Et en face d'eux, il y a une nature qui incarne une liberté folle, la sensualité absolue. C'est pour ça que je filme beaucoup le soleil, le vent, cette chose qui est chaude et qui, effectivement, rentre en collision avec eux, et qui, quand même, fait de manière très subtile monter une tension sensuelle entre eux aussi. Et ça nous effleure aussi, bien sûr. Ouais. Et avec aussi cette distance que vous prenez derrière la caméra, comme au moment de leurs échanges, j'ai trouvé ça subtil, justement, comme pour laisser leurs échanges en toute discrétion. Parfois on est prêt, mais lorsque quelque chose se crée, quitte à ce que ce soit aussi par ordinateur interposé. Non, mais en fait, déjà, elle n'a pas le droit de regarder un homme dans les yeux. Dans ces familles-là, on ne regarde pas un homme dans les yeux, tant qu'on n'a pas son mari devant soi. Donc, une de ses premières paroles. Donc, en fait, ces deux êtres, d'abord, qui ne peuvent pas se regarder, qui sont presque non-voyants, et qui vont lentement lever le regard l'un vers l'autre. Et à partir du moment où ils commencent à se regarder, nous, on les regarde encore mieux et on les trouve beaux. C'est ça que je constate au fur et à mesure qu'avance le film. C'est l'éveil à l'autre. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau et de plus sensuel que ça, quoi. Je veux dire, et j'ai une chance folle, alors, puisque le temps est court, je voudrais quand même parler de ces deux-là, parce que c'est pas un hasard si le film prend cette dimension sensuelle, parce que j'ai deux acteurs extraordinaires, non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah, absolument, magistral. Vraiment. Une belle découverte. Ouais, il y a un truc miraculeux. Moi, je suis pourtant acteur depuis toujours, mais je sais très souvent qu'un film, il y a une chose qu'on peut décider soi, mais il y a en réalité une chose qui nous échappe complètement. Il y a une chimie qui se fait mal à notre insu. Cette chimie des corps, cette chimie des regards, cette chimie des silences. En fait, je suis acteur et j'ai beaucoup écrit de textes, mais c'est pas un film de texte, c'est un film d'observation, d'écoute. Alors bien sûr, ils se disent des choses, et quand ils se le disent, ça vibre. Mais j'ai été tellement servi par des gens qui sont incarnés, Lou Delage, donc, qui joue cette jeune religieuse,
et Riccardo Scamarcio, qui est un acteur qui est une star en Italie et qui a un charisme incroyable. Incroyable, et on vous souhaite le plus grand succès. Merci. Avec ce premier opus, peut-être un second, peut-être un troisième. On a hâte de vous découvrir, bien sûr, dans ce registre. Bernard et Sandrine, on va réviser nos classiques, puisque, bien sûr, le succès, le grand succès, vous l'avez connu avec ces films qui ont marqué votre carrière et votre début de carrière, notamment cette danse au bras de Sophie Marceau et ce rôle dans cette fresque historique Chouan de Broca en 88 qui vous a valu le César du meilleur espoir masculin. Vous avez incarné des personnages un peu plus légers. On se souvient de Ali Baba dans Les Mille et Une Nuits qui ont bercé notre oui, enfance, Sandrine, on se rappelle. Catherine Zeta-Jones. Qui était ma femme dans l'histoire, Catherine Zeta-Jones. Oui, à qui on voulait toutes ressembler à elle quand on a vu ce film, ça je vous le dis. Vous avez tourné sous la direction de Steven Spielberg dans Le Merveilleux Munich. D'autres rôles plus sérieux, plus complexes, Papillon Noir, ou encore aussi sous la direction de Clint Eastwood avec Au-delà. Vous dites avoir émis des doutes sur ces choix ? C'est ce que vous disiez en préambule. Est-ce que vous avez bien fait ? Non, j'ai pas dit que non, j'ai aucun regret. Je pense même que ça c'est très joli. Merci. Non, j'ai aucun regret. En fait, je me dis juste qu'en voyant tout ça, que je ne sais pas si c'est moi qui ai choisi mes rôles ou si c'est pas eux qui m'ont choisi. C'est pour ça qu'on ne peut pas en vouloir à nos vies et à nos choix. Ils nous ont construits. Simplement, on a aussi la capacité d'avoir encore une influence sur nos vies. En décidant qu'à un moment, le sens qu'on leur donne n'est plus suffisant, ne nous comble pas. C'est pas facile, mais simplement poser question, c'est-à-dire fissurer l'édifice qui semble tenir, installer du doute et, à mon avis, de l'oxygène dans nos vies, c'est fondamental. Et c'est pour ça que je me suis mis à écrire. Les plus jeunes d'entre nous qui nous regardent, ils se disent je l'ai vu quelque part, Regardez, on va vous rafraîchir. Viré. Pire encore. Pire que viré, c'est quoi ? T'es muté dans le Nord. Le Nord ? Non. À Lyon ? Ah non, pas à Lyon, dans le Nord. Ah non, pas à Paris. Me dis pas qu'il m'envoie à Paris. Pas à Paris. Plus au Nord. En Belgique. Ah non. Avant la Belgique, il y a le Nord-Pas-de-Calais. Voilà, t'es muté à côté de Lille. Lille ? À Berg, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais. Ça vous a collé à la peau un peu, ça aussi ou... Non, pas trop, parce que moi, je suis pas ch'ti dans l'histoire. Moi, je suis celui qui l'envoie là-bas. Non, tous les ch'tis m'ont détesté. Il y a pas mal... Voilà, non, mais c'est une aventure rigolote parce que Dany est un très très bon copain à une époque. Donc quand je suis passé par là, c'est marrant parce que je suis passé pratiquement pour le voir sur le plateau pour lui dire bonjour. Et il m'a dit tu veux pas faire l'employé le patron des DRH de la Poste. Et puis voilà comment l'histoire est partie. C'était très rigolo, mais c'est un clin d'œil. Ah, c'est magnifique. Et puis donc vous êtes un petit peu raréfié sur le cinéma, moins sur le théâtre ou les téléfilms. Oui. Voilà, donc là on vous voit aussi sur les planches. Non, mais ça c'est un spectacle magnifique que j'ai joué à 3 ans, enfin magnifique, rendons-le avec beaucoup de... Ouais. Le Fils, ça s'appelle, c'est ça. Une pièce de Florian Zeller, ça c'est un moment de grande émotion que j'ai vécu dans ma carrière d'acteur. Tout à fait, vous avez eu un Molière également. Le Molière c'était pour James Saunders, c'est ça. Oui, c'est ça, Molière de la révélation théâtrale masculine. On vous voit, ça va, petit déhanché. Je ne sais pas si Le Fils, donc en l'occurrence, l'a reproduit, mais ça vaut le coup. Encore des planches, encore des téléfilms, encore des doublages, encore des films Oui, encore plein de choses. Là, c'était Romain Gary. Là, c'est quand je jouais La Promesse de l'Aube, ce qui est un moment aussi important pour moi. Oui, encore des... je vais jouer normalement en septembre une pièce de Fabrice Roger-Lacan qui s'appelle 3 secondes et qui sont les 3 dernières secondes d'un homme qui chute. Et c'est dingue, c'est une pièce folle. Une pièce parce que dans cette chute, il va dans le chaos de sa tête, de ces 3 secondes qui le séparent de la fin de sa vie, tout revient. C'est très fort, très beau. Drôle aussi, parce que ça a l'air très angoissant, mais c'est très drôle aussi. Et voilà. Et puis, je suis en train d'écrire le second. Parfait. Avec grand plaisir. Ouais. Merci en tout cas d'avoir accepté merci de m'avoir accueilli. Je suis très heureux. On vous garde encore un petit moment parce que si vous aimez le fromage, c'est le moment. Là, on va tout de suite. On va direct dans l'assiette.
Bien sûr, non, on disait Roméo s'est endormi, pourtant ça le concerne, parce que j'ai l'impression qu'il aime le fromage. On va le gâter après. Oui, on va donc dans l'assiette, et même du producteur à l'assiette. C'est ce que vous défendez corps et âme, Bernard Muraveau, depuis toujours, mais c'est désormais gravé dans le marbre, hein, en tout cas sur ces pages, la cuisine des fromagers. Donc votre dernière actualité, s'il y en avait une, elle est permanente, évidemment, cette actualité. Bon, on vous représente. Champion du monde des fromagers, meilleur ouvrier de France des fromagers également. Et puis, bien sûr, la fromagerie, les Alpages, rue de Strasbourg. Une adresse culte, donc réputée bien au-delà de notre territoire ici, où les foules se précipitent en toute saison pour profiter des produits et de votre bonne humeur. Voilà, vous faites goûter, vous renseignez sur les producteurs, vous travaillez avec les saisons. Et le fromage affiné chez vous prend toute sa noblesse, il a un goût comme nulle part ailleurs. Vous n'allez pas nous... On parlait tout à l'heure d'héritage. Nous, c'est un peu héritage, transmission de la gastronomie, du fromage. Effectivement, nous sommes des dénicheurs de fromage et on a voulu, par ce livre, essayer de cuisiner en même temps le fromage avec un chef, Jean-Charles Carman. Et nous sommes allés un peu plus loin dans la création du livre, puisque nous avons fait des vidéos. On a parcouru un peu l'Europe entière. Ça fait 2 ans et demi de travail pour créer ce livre. Et nous avons des vidéos des fermiers que nous sommes allés découvrir. Nous montons tout le temps en alpage. Le lundi, c'est souvent le jour de l'alpage, ils disent au magasin, parce que nous partons dénicher tous ces merveilleux fromages. Et quelque part, on voulait le transcrire sur un ouvrage avec des belles recettes de cuisine, des beaux fromages, des petites pépites qu'on va chercher que peu de gens trouvent, des images splendides, effectivement, des photos splendides, des recettes pas toujours faciles, mais quand on s'y apprête, on y arrive très facilement. Mais voilà, c'était un peu dire aux gens, le fromage, c'est un peu du pâturage à l'assiette. Nous sommes allés traire les bêtes. Ensuite, nous avons fabriqué le fromage, affiner le fromage. Et après, un monsieur vient derrière et cuisine le fromage. C'est vraiment des talents conjugués pour dire aujourd'hui le fromage est quand même un élément principal de la gastronomie française. Donc ça veut dire qu'on a dans cet ouvrage à la fois des rencontres avec les producteurs, ouais. On a des détails sur le fromage, sur sa provenance, sur son caractère, on a des recettes bien sûr. Les recettes, c'était une demande croissante? Les recettes de fromage, de plus en plus, les gens, avec la pandémie, se sont mis à cuisiner de plus en plus. Effectivement, on a vu les gens arriver au magasin et nous, sur les tickets de caisse, on met des recettes quand on achète un produit et on voyait que des fois, tu allais chez les clients et tu voyais le ticket de caisse collé au frigo avec la recette, donc c'était vachement sympa. Et j'ai fait votre petite recette, effectivement. Les recettes que je faisais moi sont très simples, mais après, mon ami Jean-Charles Carman a un peu fait des recettes un peu plus élaborées et aujourd'hui, on se rend compte que les gens viennent à la fromagerie pour l'apéritif, pour le repas, parce qu'ils cuisinent le fromage, pour le fromage, et puis après, ils le recuisinent pour le dessert. Il y en a des très complexes et d'autres pas nécessairement. Complètement. Non, mais il fallait un peu inviter les gens qui voulaient se mesurer un peu au grand chef, avoir des belles recettes, des belles photos, des pâtés croûtes d'Appenzell, des choses extraordinaires. C'est vrai que j'ai grand plaisir. Le brie de Meaux en tour de pigeon et au mori. C'est aussi un héritage. J'ai entendu parler beaucoup d'héritage par Stéphane. Héritage de la gastronomie, nous on hérite de la gastronomie. C'est vrai qu'aujourd'hui, le fromager est une pièce maîtresse de la gastronomie française. Mais ça, on ne le sait pas encore nécessairement sur les plus grandes tables, parce que le fromage, ça va bien au-delà du pain et du vin, on l'a compris. Regardez, là, vous le mariez au caviar. C'est magnifique. Il n'est pas encore un produit le plus réputé, en tout cas dans les cuisines et sur les grandes tables étoilées. C'est le seul produit qu'on ne peut pas imiter. Il est très clair qu'aujourd'hui, les grands vins, on en a de partout, les grands chefs vont de partout, mais le fromage, c'est franco-français. Et quelque part, nous sommes un peu le bleu, blanc, rouge du fromage. Bon, il a fallu sélectionner alors. Il a fallu sélectionner. On en a combien en France, rappelez-nous? On en a combien? C'est très difficile à dire. On a fait le plus grand plateau de fromage du monde. On en a émis 479. Après, il a été battu. Et aujourd'hui, on est sur le record Guinness. On a 1200. Mais effectivement, vous avez des fromages. Maintenant, aujourd'hui, on peut avoir des fromages à la figue, on peut avoir des fromages affinés différemment. Donc, dire un fromage, une variété, nous sommes à une cinquantaine d'AOP, 150 AOP françaises, bien sûr, on a 160 AOP européens, mais la totalité des fromages en France, on a plus de 1000 en variété. Donc ici, ce sont vos coups de cœur? Ça, c'est mes coups de cœur. Moi, je fais que mes coups de cœur. Et ici aussi, ceux que vous nous avez apportés. Stéphane Fraisse, vous êtes capable de les reconnaître? Les étiquettes sont tournées dans votre sens. Ça va, on est à 14 mètres quand vous êtes sur l'étiquette. Mais je viens de voir là un truc que j'adore. On en parlait tout à l'heure, parce que moi, j'adore le persil et de Tignes.
Mais là, le bleu de Termignon. Le bleu de Termignon. Quand je dis ça à des copains à Paris, ils me disent tu connais la Sopone, c'est le truc. Le bleu de Termignon. Moi, j'ai les mecs de Beaufort là, qui sont là à côté de chez Hein moi. Et quand je leur dis vous avez du bleu de Termignon, mais pas trop bleu, ils se disent ah là, lui, il sait, parce que moi, j'aime pas quand il est trop bleu. Et je trouve que déjà, il a du goût quand il est pas bleu. Termignon, 4 fermiers, 2500 mètres d'altitude. 100 jours de fabrication par an, et c'est vraiment le bleu mythique. Oui, parce que on le trouve très peu à Paris. Ah, complètement. C'est un cahier ça reste combien de quoi 3 semaines, un mois En affinage? Non, mais en fabrication 100 jours. On est à 2500 mètres d'altitude, avant la neige. Mon fromager, il a un petit moment, neige. et après c'est fini, c'est parti. Ouais, mais il faut venir à Grenoble, il y a toute l'année. Ouais, tant mieux. Pourquoi je suis là? Ah, excusez-moi. Vous le direz le cinéma Le Club, qui est notre complice pour cette émission. Oui, et dans lequel, ce soir, j'y suis, effectivement. Bien sûr, absolument. Voilà, vous leur direz de vous faire revenir juste pour des soirées fromage. Non, Bernard Muraveau n'est jamais très loin. Il a un plateau magnifique. Et moi, je tiens à dire que quand je le vois devant son plateau, moi, je serais Jacques Audiard. Je l'emploie directement dans un film. Je trouve que vous avez un look de... On a envie de vous faire tourner, quoi. Et bien au-delà, on va lui envoyer le lien vers notre émission, bien sûr. Et puis, pas que, parce que, alors, le savoir, vous parliez tout à l'heure de ces vidéos, des producteurs. Donc, on vous voit ici avec votre Charlotte, parce qu'attention, le fromage, c'est bourré de bactéries, mais c'est de l'hygiène d'abord. Et ça, on plaisante absolument pas avec. Là, on est chez qui, là? Émeric Arnaud. Et qui produit, on a l'impression de passer un examen avec vous. Une grosse meule, hein, ici. C'est un comté. Non, c'est un Beaufort. Non, c'est une tome, c'est un... C'est tout petit. C'est tout petit. Ah là, comme ça, on avait l'impression que c'était une grosse meule. Mais non, vous allez sortir à 4 kilos. Bon, c'est quand même pas mon préféré, le persil étile. Non, le persil étile sont à 1 kilo. Elles sont à 1 kilo. Bon, allez, encore un petit peu. Est-ce qu'il est bleu? Non. Non. Oh, bah là, il est gros, voilà. Sandrine, Stéphane. Là, on a changé un peu, là. Ah, il faut taper dessus, donc il est un peu sec. Là, c'est une meule. On était à Entremont-le-Vieux, à la COP d'Entremont. À la COP d'Entremont. On était au début sur les Chartreux, et après, on a basculé sur des estivales. D'accord, mes chouchous. Par exemple, le film, moi, que j'ai tourné en Italie, là, donc mon film, j'ai appris comment on travaillait la mozzarella, c'est incroyable. Ouais. Oh là là, non, parce qu'en fait, la dévotion et le travail, l'exigence. Là, c'est pareil, c'est quand on jette le lait dans l'eau chaude et voilà. Ça se tresse dans l'eau chaude, les mains. T'as presque envie de lui parler. Ah ouais. T'es en osmose avec le produit. Ah oui, c'est vivant. Et puis en plus, il est chaud, il est moelleux. Et c'est vrai que le fromage crée des sensations. On a un produit qui crée des sensations et c'est juste magnifique comme métier. Avec un terrain d'expression illimité en de plus. transmission, de passion. On est là pour transmettre aux gens notre savoir-faire et puis aussi, après, aujourd'hui, ce qu'on a reçu, puis le donner aux autres surtout. Avec donc vraiment ce focus sur les producteurs, sur les éleveurs. Vous parliez ici de la coopérative des Entremonts qui font une raclette, entre autres une raclette nature à l'ail des ours. Tout. Non, mais c'est aujourd'hui, nous, les gens reviennent aux vrais produits. Les gens reviennent au lait cru. Les gens reviennent à la ferme. Les gens ont besoin de sensations et d'authentique. Il faut des fromages authentiques qui ont une histoire. À la limite, nous, c'est les fermiers qu'on va voir, on les connaît depuis 40 ans. On les appelle par leur prénom. On va fabriquer avec eux. Et ça, quelque part, il y a peu de métiers. Je ne veux pas faire un jeu de mots, mais ils ont dû manger de la vache enragée pendant un moment. Parce que quand le produit n'était justement pas autant à la mode, il a fallu faire le rond et il a fallu... Oui, ils vendaient le lait pas cher. Et après, quand ils ont compris que pour gagner sa vie, il faut arriver à transformer. Et puis quand tu transformes un produit, tu le vis, comme vous avez vu la mozzarella à la fabrication. Tu vis le produit et tu vas jusqu'au bout de la chaîne alimentaire. Et quand tu vois que les gens dégustent le produit et effectivement se régalent, tu as une sensation de bien-être et de bonheur et tu réalises que tu as bien fait ton métier. On devrait emmener vos clients, enfin tout le monde d'ailleurs, dans les alpages pour suivre ce qui se passe. Alors, mais souvent, mes clients viennent avec moi. Et voilà, alors les regardez, on va peut-être revoir ces images. Les cuisiniers, ils viennent, ils veulent voir la fabrication, ils veulent ne pas louper un maillon de la chaîne. Ouais. Alors on peut monter, mais Bernard et tous ses complices de la descente des alpages organisent l'événement populaire à Grenoble, c'est la fameuse descente des alpages. Regardez bien ça, Stéphane Fraisse, on va vous y retrouver sur une prochaine édition. Ça se passe au mois d'octobre. Et Grenoble est investi de moutons, de chèvres, de vaches. On a les plus belles tarines qui viennent ici, qui font le voyage jusqu'à chez nous. Érins. Les érins qu'on voit ici. Donc on peut les rencontrer et on peut réaliser ce qu'est le travail d'un éleveur aujourd'hui, les conditions difficiles qui sont les leurs. C'est jamais difficile pour eux, ils sont tellement heureux, ils sont dévoués. Je suis toujours ému quand je vois ces... Voilà. On fait du beurre, là ils sont en train de faire du beurre, tu vois. Voilà, donc c'est magnifique, c'est populaire et ça contribue aussi. On fabrique dans la rue, là ils sont en train de fabriquer l'étiva.
dans la rue, devant le magasin. L'Etiva. L'Etiva. Ouais. Très bien. Et donc le magasin... On bloque la rue et on fait venir tous les fermiers avec qui on travaille et les gens viennent fabriquer et montrer leurs produits. Et ça, c'est magnifique. Voilà. Alors, ne croyez pas ces images qui ont été tournées le seul jour où il n'y avait pas grand monde devant, devant votre boutique. Il devait pleuvoir beaucoup et ça devait être très, très tôt le matin ici. Voilà. Donc, la fromagerie Les Alpages, Bernard Muraveau, on dégustera juste après, hein, forcément. On voit une jolie petite tête de moine, là, ici, devant vous. On voit de la tête de moine du comté, du langre, du... L'irati au lait, du timanois, un picodon frotté au vin blanc affiné, huile d'olive, herbe de Provence, un petit figou affiné à la... Basilic. Non, pas du tout. Figue. Herbe de Provence. Figue. Figue. Ah non, mais figue, oui, non, je Figou. pensais qu'on parlait du picodon à côté. non. La figue, bien sûr. Il Il y en a dedans. Bien sûr. Il y a Là. de l'osso Je le irati. voyais, Et là c'est de l'osso C'est un osso avec 2 laits. avec 2 laits. Ouais. Lait 2 races de brebis différentes. Ah oui. Ah ouais. Alors, Sandrine, un petit... ça vous inspire un poème? Alors là, comme ça, non, mais peut-être que ce soir, ça va gamberger et puis il sortira peut-être quelque chose, du coup. Si ça se trouve, le fromage est tout un poème, bien Ouais, sûr. bien ça, sûr. ça, c'est sûr. Merci, Merci Bernard à vous. Muraveau. On vous garde, bien sûr. Mais Et je veux Sandrine rester. va nous faire découvrir son univers tout de suite à la page. Entre l'absence et le silence, quand la nuit rejoint le jour, les nuages étirent le ciel, l'horizon alors s'efface entre le vert et la rouille, le jardin fleurit de racines. Je n'ai pas retenu, le texte est écrit devant moi. Ce sont vos mots, Sandrine Davin. Bravo. C'est l'un de vos textes les plus récents. On ne dit pas votre dernier texte, hein, parce qu'il y en aura d'autres. J'espère bien. Tiré de votre recueil intitulé Terre, Guerre. Terre guerre. Sorti à l'automne 2022. J'ai choisi ce texte pour entrer d'emblée dans votre univers qui donne un sens puissant, malgré des mots simples et des phrases très courtes. C'est votre conception de la poésie. Oui, c'est vraiment ma conception de la poésie, tout ce qui est court, incisif, percutant, inspiré des haïkus et des tankas. Alors ça, Donc, c'est japonais. Voilà, les poèmes japonais où il y a forcément un élément de la nature et une émotion. Vous aimez aussi les traditions françaises, les sonnets, les acrostiches Pas trop, C'est du pas- coup. Ah, c'est vous pas avez trop pas ma tasse de accroché, thé. Non, j'ai pas accroché. Et du coup, je me suis vraiment plutôt inspirée des poèmes en vers libre. Donc pas pas d'alexandrin, contraint, pas trop long. pas compter les rimes, pas compter les pieds, et faire plutôt quelque chose de spontané et qui me ressemble en fait. Stéphane Fraisse, vous les connaissez, ces traditions, vous qui maniez le français, voilà, et qui l'avez manié donc à la Comédie Française, bien sûr, un amoureux de cette langue française, les haïkus et tankas. Les haïkus Non, et moi, tankas. je suis pas. Moi, je me découvre un goût pour le Japon, mais le Japon, par exemple, de cette. Voilà, c'est au moment où on est en direct dans une émission qu'on trouve pas le nom de ce. Au Japon. Non, mais de ce merveilleux type qui fait des dessins animés, Manga. Miyazaki. Voilà, c'est le Japon de l'image et de la folie et de la fantaisie d'un Miyazaki. Je connais moins l'écriture, en tout cas la vôtre, mais je vais la découvrir. Alors, c'est très puissant aussi. Et ça va parler aux jeunes. On va en parler dans un petit instant, puisque vous êtes auteur de poésie. Vous avez donc édité 15 recueils comme celui-ci. C'est votre métier ou quoi ? Non, je suis assistante médicale à la médecine du travail. Ça, c'est mon métier. Donc, rien à voir, mais ça pourrait. Vous avez une écriture très prolifique. C'est gentil. Tout de même, vous pensez peut-être en faire votre métier un jour ? Vous professionnaliser dans J'aimerais, mais l'écriture ? c'est compliqué de se faire publier déjà. Donc, beaucoup d'ouvrages en autopublication. Quelques ouvrages qui ont trouvé leur texte chez les éditeurs, qui ont pu me faire confiance. Donc, j'ai quand même 2, voire 3 recueils qui ont été publiés chez des vrais éditeurs. Quand je dis vrai, voilà. Et c'est très beau, moi, je trouve, au contraire. C'est très beau. À mon avis, je me semble que vous êtes alimenté dans votre travail. Ça alimente votre envie d'écrire. Je connaissais un peintre qui était comme ça, qui était un grand chercheur au CNRS. Et quand il avait du temps, il peignait. Charles Lapique. Je ne le connaissais pas, mais on me racontait l'histoire. Et à partir du moment où il a exposé ses toiles au Salon des Indépendants et qu'un galeriste l'a pris, il l'a mis sous contrat, et il n'a plus été capable de peindre. Il a perdu l'inspiration. Je pense qu'il y a des choses qui se nourrissent en contrepoids de ce qu'on vit dans nos vies. Oui, je pense qu'effectivement, je me nourris de mon quotidien et c'est ce qui me permet de pouvoir continuer d'écrire et d'être inspirée, effectivement. Surtout que la poésie est en vous depuis toujours.
Ah oui, depuis toujours. C'est-à-dire, elle rythme, elle vit en vous? Vie poésie, en fait. J'ai toujours un cahier avec moi. J'ai des mots qui me viennent, j'ai des flashs, j'ai des images. Ça décante, en fait, au bout d'un moment. Et puis après, le poème, en fait, il arrive tout doucement. C'est des poèmes qui ne sont jamais retravaillés. C'est vraiment d'un jet d'un seul, comme je dis. Et c'est laisser voilà, le lecteur découvrir mon univers, en fait. Et oui, parce que la poésie, c'est un art, c'est aussi un vecteur. Donc, c'est plus l'art des mots ou ce qu'ils vous permettent de véhiculer qui vous mobilise? C'est l'art des mots, mais c'est, je dirais, en fait, on parlait d'héritage depuis le début avec Stéphane et puis avec Bernard. Et moi, l'héritage que j'ai, c'est celui de mon grand-père disparu depuis plus d'une dizaine d'années. On se retrouve. Que j'oublie pas, en fait, et qui est en moi et qui est dans chacun de mes recueils, en fait. Il y a une part de lui dans chacun de mes recueils. Il était maquisard, votre grand-père? Il était maquisard en Beldonne, au-dessus de Saint-Pierre-d'Alvar, Montgoutou, précisément. Et voilà, j'en parle encore avec émotion. C'est quelque chose qui ne s'efface pas. Il m'a raconté plein d'histoires. Donc, terre-guerre, bien sûr, forcément, ça en fait partie. Il a vécu la Deuxième Guerre mondiale, donc... Oui, alors on le comprend à la lecture des intitulés de vos ouvrages. Sur un fil, nuit et brouillard, champ de bataille, égratignure, rouillure, fracture de terre, et donc terre-guerre. Cette guerre est si présente, avec des mots, on le disait, simples, mais une expression qui est très puissante, et beaucoup de souffrance. Oui. Ces textes sont plus actuels que jamais? Je pense que oui, vu l'actualité actuelle, effectivement, je pense qu'ils ont tout à fait leur place là actuellement dans les collèges, dans les lycées, justement pour essayer de faire passer des messages et ne pas oublier, en fait, j'ai envie de dire aussi. Vous y allez dans les collèges, dans les lycées. Là, on vous voit, c'est à l'externe à Notre-Dame, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, vous prouvez ici que vous n'en restez pas au travail de l'écriture, mais vous allez sensibiliser les jeunes à l'écriture. Classe de 6e et 5e, là. Donc ça, c'est au collège. Vous les sensibilisez au travail de la poésie. C'est par cycle, en fait, ou ce sont des interventions ponctuelles? C'est des interventions ponctuelles. Donc, en fait, mes ouvrages sont étudiés par les élèves en amont avec leur professeur de français. Et ensuite, j'interviens et c'est des questions one-shot, en fait, comme ça. Et je ne sais pas ce qui m'attend. Donc, c'est toujours... sur le fond et sur la forme, alors? C'est ça, sur le fond et la forme, exactement. Alors, sur la forme, à l'ère du LOL, MDR, et encore, ça c'est déjà un peu ancien, maintenant ça va. Comment ils réagissent? Eh bien, étonnamment, ils sont contents de revenir à des mots simples. Justement, mes recueils leur parlent parce que c'est, comme on dit, simple et percutant. Donc, il n'y a pas les grandes phrases, il n'y a pas les alexandrins, ce qu'ils ont l'habitude de la poésie classique d'apprendre. Moi, j'aime bien les alexandrins, les sonnets, moi je trouve ça bien beau, aussi, hein. Mais oui, oui. C'est beau. Mais donc, ils sont sensibles. On sait que la poésie, en tout cas ce type de poésie, peut sauver la pratique du français. Alors sauver, je ne sais pas, mais en tout cas, ça peut aider peut-être en tout cas à découvrir le français autrement que par le côté contrainte de vraiment écrire des belles phrases longues et tout ça. Et ça leur donne envie d'écrire. J'ai plein de retours d'enfants qui veulent continuer à échanger avec moi pour m'envoyer de leurs poèmes parce que du coup, ça leur a donné l'envie d'écrire. Et je me dis, j'ai tout gagné là en faisant ça. Oui, voilà, une poésie engagée qui a beaucoup de sens aussi. Ça peut être aussi une bouée parce que le français, les études sont là aussi pour le prouver. L'orthographe se perd, les expressions, la syntaxe aussi. Ouais. Le français évolue, on espère qu'avec vous. Voilà, je peux vous laisser... vous en lire un, c'est vos mots quand même. Et moi, vous savez, je suis une piètre interprète. Donc, ou vous, Stéphane Fraisse, si vous voyez celui-ci, ou un petit... Mais je ne l'ai même pas découvert, donc alors... Ça sera spontané. Se laisser guider par les étoiles et traîner ses godasses sur une terre en perdition. Écouter la voix intérieure des petits cailloux, quelque part, au creux de l'obscurité. La frontière de l'hier à portée de pupille. Merci Stéphane Fraisse.
C'est très beau, mais moi, quand on me donne des beaux mots, j'arrive à faire quelque chose. C'est vrai que, pardon Merci de à vous vous. le demander du tac au tac comme ça, c'est vrai que vous n'êtes pas un jukebox. Et là, voilà, vous voyez ici toute l'expression. Le théâtre, c'est un métier, l'expression aussi. Mais vraiment, travaillez-le avec ce modèle-là. C'est magnifique. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il vous viendra des mots sur le fromage, mais on verra. Peut-être que votre prochain livre, comme celui-ci, ça sera un livre de poèmes sur le fromage. On l'espère. Il en existe. Merci Bernard Muraveau. On se retrouve tout de suite hors antenne pour ce très beau fromage. Merci Sandrine. Merci à vous. Davin. Et Stéphane Fraisse, un très grand merci, et un très beau succès à votre... Et à ce soir au club. Voilà, c'est ça, avec Tu choisiras la vie. C'est marrant parce que j'ai fait un cauchemar cette nuit, je me rappelais plus du titre de mon film. Un gros cauchemar. Je vous souhaite que ce soit un rêve, cette réalisation. Merci encore et merci à vous. Merci, c'est gentil. Merci. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence. L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboires, Saint-Martin-d'Air vous a présenté Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout.